Alors, on va en parler en République démocratique du Congo. On s'envole vers Kinshasa, on s'amène à Doha. Doha, là où les choses bougent par rapport à ce qu'on s'était dit aux États-Unis d'Amérique entre l'accord signé, l'accord de paix, RDC, Rwanda, à Doha, Kinshasa et AFC M23, un dialogue qui se pointe où il y a beaucoup des obligations, des exigences de gauche à droite, mais la question reste à se poser, faut-il croire à un accord de paix définitif? Parce que avec de réclamations, avec des conditions qui sont sur la table, hein, disposées par le M23 à l'AFC et aussi la partie de la République démocratique du Congo, est-ce que les choses vont bouger? Il faut s'amener sur le plan interne avec ce dialogue SCC-5O, ou bien oublier comme les autres, hein, c'est de l'union sacrée, les autres. Ce n'est pas tout le monde, les autres qui soulignent que non, il ne faut pas aller parce que Félix Tshisekedi est en plein mandat. Est-ce qu'il faut discuter ou discuter pour faire quoi? Et les Nanga et les autres réclament 8 ans. 8 ans qu'on puisse dissocier, hein, le Nord et le Sud Kivu à la grande République démocratique du Congo. Est-il possible d'accepter ces genres de demandes? Vous êtes nombreux à nous regarder partout en République démocratique du Congo. Vous nous regardez à Mbujimaï, à Kolwezi. Vous nous regardez là-bas à Bandundouville, à l'Équateur. Merci et bienvenue dans Vinci Presse qui aujourd'hui, je reçois déjà les invités sur ce plateau. Je commence pour sa première fois. Il vient sur ce plateau Désiré Wemboloa. Je pense que je viens prononcer les noms. Très bien même. Mais bon, vous avez prononcé à Lingala, bien prononcé à Lingala, mais dans ma langue maternelle, Ah ouais. qui est le tétéla, Le tétéla. parce que je suis naturellement sans-courrois, Ah ouais. et chez nous on dit Wemboloa. Wemboloa. Non, Wemboloa. Ah, C'est-à-dire c'est qu'il ça. y a des modulations qu'il faut respecter. Ah oui. Vous montez, vous descendez, vous montez, vous désirez Wemboloa. Mhm. Ça, c'est moi. C'est un honneur de venir sur ce prestigieux plateau que j'ai toujours regardé de loin, très longtemps. Une belle émission, d'ailleurs, qui hâte actuellement pratiquement tous les journalistes. Nous sommes une fierté pour ce pays, et vous, y compris, avec ce beau plateau et cette belle émission. Je sais que le Congo aura besoin de vous et c'est un honneur également de partager un plateau avec Francis Ochoudi qui est en face de moi. Alors, vous n'avez rien à dire à ce qui concerne cette situation parce qu'on va en parler un peu avec le destruction. C'est-à-dire aujourd'hui, la ville de Kinshasa a remarqué qu'on a construit de maisons sur des caniveaux là où il ne faut pas construire. Mais cette chose commence un peu à aller toucher les faits, hein, parce que les autres réclament que on a payé de maisons par chez l'État, on a été cadastré, on a nos documents, mais pourquoi l'État arrive encore à faire et nous dire que nous avons construit sur de canal, hein, là où de l'eau s'oriente? Monsieur Félix Chamala, c'est une situation un peu complexe parce que moi, je suis de très près en tant que journaliste et tout ce qui se passe au pays, principalement à Kinshasa, avec les démolitions des maisons un peu partout. J'estime qu'il y a exagération. La démarche était rationnelle au début. Lorsqu'on respecte Oui, la loi, justement. vous dites qu'il Non. y a exagération. Non, non. La démarche était rationnelle au début. oui. Parce que la plupart des personnes des parcelles qui sont démolies aujourd'hui ont été vendues par l'État. Vous voyez? Et c'est depuis 1960. Est-ce que c'était Ça veut dire qu'il y a des parcelles qui existent. C'était vendu en bonne et due forme. Justement, parce qu'ils ont tous les documents. Nous connaissons comment les choses se passent en République démocratique du Congo où Je finis. Excusez-moi, j'ai fini parce que j'ai des détails à employer là-dessus. Effectivement. Oui. La démarche était salutaire au début. Et c'était de la rationalité parce qu'il y en a qui ont construit justement sur des caniveaux et sur même des rivières qui peuvent emporter nos eaux pour le fleuve. Mais la démarche exagère un tout petit peu. À quel niveau? Parce qu'il y a des parcelles qui n'ont rien à voir avec des caniveaux ou avec des rivières, mais qui sont démolies aujourd'hui sous prétexte
qu'il y a des rancœurs entre guillemets, quelques autorités, l'hôtel des villes et les individus. Et les individus. Je sais de quoi je parle. Il y a une maison d'ailleurs qui a été démolie à ma campagne, où d'ailleurs, je ne citerai pas l'auteur pour ne pas faire la publicité, où d'ailleurs, parce que moi je sais qu'entre les caniveaux et la maison, on doit mesurer 10 mètres. Mais on a mesuré 10 mètres. Ça a respecté oui, les normes. Oui. Parce que moi, le propriétaire m'a pris comme journaliste. Il m'a dit, bon, venez avec votre propre mètre. On va mesurer avec vous. Mais regardez comment est-ce qu'on a démoli ma maison, alors que je suis dans les ordres, je suis en ordre. Je suis venu avec un mètre, on a mesuré, c'était 10 mètres. Ça veut dire que cette maison ne pouvait pas être démolie. C'est-à-dire au-delà de 10 mètres. Oui, il me dira que j'ai des rancœurs avec un dirigeant. Parce que je suis... Il est de l'Union sacrée, justement. Ça, ce n'est pas le faux fouillant, non. Pour se faire comprendre... Non. C'est-à-dire que c'est une parcelle qui était en conflit entre lui et un dirigeant de l'Union sacrée. Ce dirigeant comptait acheter cette parcelle. Mais l'enfant du propriétaire de la parcelle, qui se trouve être celui qui m'a appelé, avait refusé. Et donc, c'est cela... Il y a de tout, il y a de méli-mélo. Vous avez suivi le pasteur Godin Poïdaer, avec qui je ne partage pas son point de vue, parce qu'il est allé un peu plus loin pour dire qu'au Congo, on condamne les rébellions, alors que ce sont des choses qui peuvent nous envoyer à Goma. Si je n'étais pas pasteur, je me retrouverais à Goma. Pourquoi? Moi, à ce niveau-là, en tout cas, je ne peux pas partager son point de vue. Mais sinon, il y a dérapage dans cette opération. Il y a dérapage et il y a lieu de corriger des erreurs. Parce que s'il y a des parcelles qui ont été vendues par l'État, cet État doit respecter les parcelles que lui-même a vendues. C'est de l'État qu'il s'agit ici. Et c'est l'État qui vend et c'est le même État qui démolit. Ça ne s'est fait nulle part. Soit vous êtes en ordre, on vous laisse votre parcelle, soit vous n'êtes pas en ordre, on démolit la parcelle. Mais il ne faut pas démolir tous ceux qui sont en ordre, même si quelqu'un a tous les documents possibles. Lui a été livré par l'État. C'est un dérapage. Et l'hôtel des villes doit s'amender là-dessus. Il est exagération. Il y a une exagération à ciel ouvert que nous ne pouvons pas accepter. À ma campagne, je dénonce ici une démolition d'une maison qui, en tout cas, ça n'a rien à voir avec cette opération. Ça n'a rien à voir avec cette opération. Corriger, il y a des dérapages. Arrivé à magasin, oui, il y a des dérapages justement. Arrivé à magasin, vous allez trouver qu'on a démoli pratiquement toute la partie, entre guillemets, estimée que c'est une partie qui appartiendrait à l'ONATRA. Mais c'est catastrophique, M. Félix. Il y a des parcelles qui existent là où on a démoli un magasin. Ces parcelles-là existent depuis 1960. Ça veut dire que l'État avait vendu ces parcelles-là avant l'indépendance. Parce que nous avons obtenu l'indépendance en 1960. Mais cette parcelle, il y a des parcelles qui existent avant 1960. Et vous attendez jusqu'en 2025 pour venir démolir des maisons comme ça. Non. Non, il faut respecter les gens. Il y a exagération. L'opération était salutaire et rationnelle au début. Parce que c'est inconcevable que quelqu'un construise sur des caniveaux. Mais il y a exagération, il y a dérapage. Il est temps que l'hôtel de ville s'amende. Merci. Francis Ochoudi, vous êtes aussi journaliste. Bienvenue. Merci beaucoup, cher ami. Merci à tous ceux qui nous suivent pour le moment. Merci à tous les Congolais qui ne désespèrent pas et qui espèrent toujours à ce que les choses aillent dans le bon sens. Je salue les confrères et les amis avec qui on va partager ce beau plateau. Mais si vous me permettez de placer peut-être un petit mot par rapport à cette opération de démolition sous prétexte qu'il y a des gens qui ont construit sur les caniveaux. Moi, je pense que tout ça, ça relève d'une mauvaise gestion. Lorsqu'on n'a pas une politique de gestion de la ville, urbanistique d'ailleurs, on ne peut que verser dans ce genre de choses. La première question à se poser ici, c'est
Vous allez trouver, Désiré l'a dit, il y a des endroits où on a même des documents de l'État. L'État qui donne des documents aux citoyens pour qu'ils construisent. Et c'est le même l'État qui vient démolir dans les endroits autorisés par lui-même. C'est ça la confusion. Cacophonie. C'est la cacophonie, mais c'est grave. Dans un État sérieux, vous permettez aux... Parce que ces documents-là, on n'octroie pas aux citoyens ces documents gratuitement, on donne de l'argent. Mais pourquoi vous recevez de l'argent pour autoriser à ces gens de construire dans les endroits que vous considérez comme à haut risque? Mais, quelque part, nous devions d'abord nous-mêmes commencer à être sérieux comme État. Parce que arriver à démolir dans les endroits qu'on a reçu de l'argent pour autoriser les gens à construire, c'est de l'irresponsabilité de l'État. Moi, j'aurais voulu qu'avant de démolir, de procéder par cette opération, qu'on cherche, qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là. Parce que c'est l'État qui a vendu, c'est l'État qui a autorisé. Il faut garantir au moins le minimum des endroits pour que ces gens-là s'installent. Parce que nous sommes déjà très pauvres. Mais ils ont été déjà prévenus. Non, mais ça ne suffit pas Ça ne seulement suffit pas. d'être prévenus. Faut leur donner de quoi ils vont. Ça ne suffit pas. Vous pensez que le fait d'alerter, d'informer à quelqu'un qu'il faut quitter l'endroit, c'est suffisant pour que quelqu'un vive dans les meilleures conditions? Quelqu'un qui n'avait pas d'argent, il n'a pas de moyens. Une parcelle qui a au moins 2 portes pour des locataires, et lui-même, il est installé là, il y vit que c'est 2 autres portes. Et vous lui demandez de quitter sans prendre en compte ce qu'il deviendra. Et donc, je pense, à mon avis, que l'État congolais, quelque part, est défaillant de ses responsabilités parce qu'on ne peut pas autoriser à un citoyen de construire et lui demander par après de quitter les lieux sans tenir compte de préalables pour le bien-être de ce même citoyen. Merci beaucoup, Mike Gardidiana. Merci, bienvenue. Merci Félix, bonjour aux amis et à ceux qui nous suivent maintenant. Je sais que c'était pas la thématique, mais je vais profiter quand même dire un truc à la suite de ce que les amis disent. Vous savez, la règle c'est que quand on construit chez autrui, on construit pour autrui. C'est bien, il y a 2 fautes que l'État commet à ces niveaux-là. C'est la procédure. Un titre foncier est un élément de droit. Quand vous pensez que quelqu'un est dans l'anarchie, la moindre de choses, organiser un procès, annuler ses titres fonciers. C'est ça la logique d'un État. Quand on estime que, parce que les amis parlent de l'État qui a octroyé, nous connaissons comment l'État octroie, nous connaissons les agents de cadastre, comment certains se permettent de s'adjuger le rôle de l'État, donner des parcelles même là où il ne faut pas construire. Ça, c'est de l'anarchie, c'est des responsabilités. Au niveau de la sanction, dans un contexte pareil, et c'est lui qui a mal construit et c'est lui qui a occasionné la mauvaise construction, doit être sanctionné. La limite du possible, c'est vous avez acheté où? Quel est l'agent du cadastre qui vous a facilité à obtenir les documents ou encore à définir votre lotissement? Ces gens-là doivent être punis. Parce que c'est des gens qui ont agi au nom de l'État sans tenir compte des spécificités de choses. Le problème n'est pas d'avoir un terrain. Et je crois que la responsabilité est partagée, même si la responsabilité de l'État est en grande majorité. Mais je pense que le Congolais, à un moment donné aussi, il faut regarder. On vient te vendre une parcelle. Je sais que généralement, c'est le fruit de beaucoup de travail. J'ai un petit 20 000 à côté. On me dit, il y a un espace de terrain. Je veux garantir la sécurité de mes enfants. Mais l'investissement, il faut veiller sur le risque. Prenons l'exemple. Quelqu'un qui construit, vous savez qu'ici, il y a de canalisation d'eau. Vous venez construire dessus. Est-ce que si on demandait à l'un d'entre nous sur ces plateaux, on vient te vendre un espace pareil, vous allez acheter? Je ne pense pas. Mais pourquoi l'État procède à la vente? Vous savez, la faiblesse, c'est quoi? Quand on parle de l'État, vous verrez que derrière, dans la notion de l'État, c'est plutôt des individus mafieux qui viennent, qui s'organisent en catimini pour pouvoir vendre certains espaces au nom de l'État. C'est là où je dis que parce que ils ont engagé l'État. L'État a l'obligation de respecter le process. Vous avez parlé tout à l'heure de préaviser les gens. Vous ne préavisez pas les gens mercredi, vous revenez le jeudi pour casser. Ça ne se fait pas. Or, si on suit la procédure, parce que, je répète ce que je dis, un titre foncier est un élément de droit. Si on organise un procès, on dit par exemple les gens qui sont dans la baie de Ngaliema, pour telle raison, regardez la cartographie de la ville. L'espace que vous avez construit est un espace public réservé pour tel usage.
on arrive, vous leur donnez les moyens, la possibilité de présenter leurs moyens de défense. Dès lors que le procès est clos, on annule ces titres fonciers-là. Ça voudrait dire que, de droit, quelqu'un sait qu'il a perdu son investissement. Et là, maintenant, après, les considérations d'ordre social arriveront parce qu'on a un ministère des Affaires sociales. Il y a des familles, ce n'est pas parce qu'ils ont fait un mauvais investissement que l'État va leur abandonner. En attendant, trouvons comment on va essayer d'arranger. Chez nous, il n'y a pas de foyers. Les foyers sociaux n'existent pas, mais trouver un moyen comment loger les familles jusqu'à ce qu'ils puissent rebondir et trouver d'autres voies et moyens. Donc c'est un ensemble de tout et la responsabilité est partagée. Il n'y a pas que l'État. Malheureusement, chez nous, l'État est un peu cet État, j'ai envie de dire belliqueux et voyou, qui arrive comme ça un jour, avec le biceps, il vient casser. Par exemple, si on parle de Allée verte, Ouais. où il y a même un député qui est victime, le prof Godin Poyi. Godin-Poyi. Vous savez, cette cité-là, Joli Parc, existe depuis 1960. Vous ne pouvez pas vous réveiller un jour sans qu'il y ait un élément de droit, juste parce que vous pensez que vous avez le pouvoir de l'État et décidez de venir tout casser. C'est à ce niveau-là que ça biaise. Mais le problème, est-ce qu'il fallait indemniser? Quelqu'un qui construit mal sur la route n'a pas besoin d'être indemnisé. C'est lui qui a fait un mauvais investissement. Mais c'est lui qui est dans une cité, dans un espace où on estime qu'il y a ces questions de métrage, il n'a pas respecté, il est trop proche des voies publiques, des allées publiques. À celui-là, on peut trouver un terrain d'entente, un compromis. Mais la règle ici, je rappelle à la ville, c'est que vous ne pouvez pas casser la maison de quelqu'un, il détient encore les documents faisant foi d'être propriétaire de cet espace-là. Ça n'existe pas. Respectez le process. Si vous pensez qu'ils sont dans l'anarchie, annulez les titres fonciers qui leur ont été déclarés. Dites que les personnes qui vous ont donné ça, vous ont donné dans des conditions maladroites, des manières mafieuses, et donc, par le pouvoir de l'État, nous annulons ces titres fonciers. Est-ce qu'il y a un règlement des comptes comme l'a dit Désiré, que non, ça commence à prendre l'air comme règlement des comptes entre certaines autorités provinciales et qui sont en possession de certaines parcelles. Vous savez, je me sens partagé dans cette question. Si je dis qu'il n'y a pas des éléments de règlement de compte, je ferai preuve de naïveté. Mais aussi d'une manière ou d'une autre, la discipline a souvent aussi cet air-là un peu brutal. Mais moi, ce qui me rassure qu'il y a un peu de règlement de compte, c'est la déclaration du ministre provincial. Tu arrives, on te pose la question sur les maisons que tu es en train de détruire, tu commences ta phrase par une insinuation. Ici, il n'y a ni... Personne n'est au-dessus de la loi. Il n'y a pas d'immunité et il n'y a rien. Ça prouve à suffisance qu'il vise les individus. Rien que par cette déclaration, je me dis, ah, il y a règlement de compte. Parce que je viens faire une opération d'ordre administratif. Quand on me pose la question, c'est ici, j'explique. Écoutez, la ville de Kinshasa aujourd'hui a été construite pour autant de personnes. Maintenant, avec la croissance démographique, il y a un presse-enclavement. L'État veut récupérer ces espaces pour désengorger la ville. C'est une réponse technique. Mais quand toi, on te pose la question, tu commences en faisant des invectives sur le genre, ça prouve à suffisance que tu mets tes biceps. Tu veux régler de compte toujours. Et ça, malheureusement, vous a annulé l'effort consenti dans cette opération. Et malheureusement, pour moi, c'est là où le bas blesse. Et donc, certains se servent des orientations de l'État pour régler de comptes. Au Congo, c'est devenu presque une habitude, en fait. Merci. Quand tu perds une parcelle de pouvoir, et puis quelqu'un à qui il y avait un petit problème va croire que, bon, maintenant j'ai plus de pouvoir, allez, je peux aussi rendre le coup. Malheureusement. Vous voulez ajouter Oui, je sais que M. Diane a fait des recherches là-dessus, mais sinon, j'ai l'impression qu'il est trop rigide quand il dit que il y a des personnes qui s'arrogent de l'autorité de l'État pour le faire, alors que c'est pas toujours. Il ne faut pas dire qu'il y a des personnes qui s'arrogent de l'autorité de l'État pour le faire. Ça veut dire que vous exemptez l'État. Ce sont des gens qui ont reçu alors mandat de que l'État c'est pour l'État agir. qui C'est vend. l'État qui agit. Qui livre les documents finalement? Ils n'ont pas compris. Non, je vous ai compris parfaitement. Vous avez dit qu'il y a des personnes qui s'arrogent de l'autorité de l'État. Ouais, il fallait dire ça. Il fallait dire que dans certains cas. Non, vous étiez rigide. Alors, il a juste rappelé... Qu'ils soient mafieux ou pas, ce sont des gens qui agissent avec l'autorisation de l'État. C'est pourquoi, quand quelqu'un agit au nom de l'État et que l'État estime que cette action est irrégulière, on annule les titres fonciers. Qui donne à cette personne l'autorité de l'État? Ok. En fait, pardon. La notion de l'État, la représentativité de l'État a souvent été attribuée à des individus. Oui. Comme toujours. Comme toujours. En fait, si vous savez que c'est comme toujours, c'est des gens, et qui outrepassent leurs histoires agit. Quand l'État
dans son sens institutionnel, se rend compte que les gens à qui j'ai donné mandat ont mal agi, qu'est-ce qu'on fait? On respecte la procédure pour veiller également sur les autres. C'est dans la procédure que je suis. Parce que on connaît ici comment certains agents se comportent. Et on ne va pas, c'est pas exempter l'État. Ces gens-là, j'ai bien dit, agissent au nom de l'État. Oui. Et maintenant, quand l'État, en tant qu'institution, se rend compte que les actions que je posais avant, par devoir interposé, sont incorrectes, l'État ne peut pas user du bâton. Il vient, il dit, je te chasse comme ça. Mais c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Mais c'est justement l'action qu'on On parle de préjudice. Non mais... Qui va en payer. C'est aussi ça le problème. J'ai l'impression On s'était compris. Nous, j'ai l'impression qu'on se fait pas nous, on comprendre. n'est pas d'accord de la rigidité que vous avez employée. Parce que vous avez dit que ce sont des personnes qui s'arrogent de l'autorité de l'État, alors que c'est l'État réellement qui va. Et vous le qualifiez parfois de mafieux. Vous voulez, je donne un exemple. L'État ne peut intervenir qu'à travers des individus. On entame le débat. Je vous donne un exemple. À l'UPEN, j'ai eu la chance d'avoir un petit espace. Les agents du cadastre ont défini la dimension de route et tout ce qui va avec. Le chef du quartier, puisque c'est une nouvelle cité, avec un agent du cadastre, arrive, l'ouverture de l'avenue. Ils vont cette partie et l'avenue devient cul-de-sac. Ni les personnes du quartier. Il a fallu qu'on fasse ce travail. Ce n'est même pas moi, je crois quelqu'un sur place qui est allé faire ce travail, le suivi au niveau du cadastre et les institutions de l'État, pour que quelqu'un de bonnes intentions arrive et dit « Papa, vous ne devrez pas construire ici parce que ça, c'est un espace de l'État. » Et heureusement, on a fait avant que la personne ne construise. On l'a déguerpi. On a repris son titre foncier et on a laissé la voie partir. Quand il part de la rigidité, bon, c'est peut-être question de prisme, mais ici, ce que je veux dire exactement, parce que l'État agit toujours par des gens, mais il arrive à un moment donné, l'État en tant que supra, constate que les gens à qui j'ai donné mandat ont agi un peu de manière forfaitaire. Puisque ces gens-là ont qualité d'engager l'État. Quand l'État pense qu'il doit récupérer ce qui lui appartient, il faut respecter l'investissement des autres. Il ne faut pas venir le lendemain casser. C'est ça la procédure que j'évoque. Il faut engager un procès, annuler ces titres fonciers. On est d'accord. Et à ces niveaux-là, maintenant, la question du remboursement, l'État met la personne devant la responsabilité. Je l'ai dit dès le départ. Il y a eux qui ont construit de manière anarchique, mais tous ces gens qui agissent au nom de l'État, qui ont conduit à cette forfaiture, ils doivent être sanctionnés. Je le dis tout à l'heure. Les responsabilités doivent être établies. Je crois que maintenant, là, on est un peu plus clair. Oui, vous êtes maintenant clair. On entame le sujet, on se dirige vers Doha, Kinshasa et FCM 23. Faut-il croire à un accord de paix? Je commence avec vous, Francis Ochoudi. L'AFCM 23 se retrouve avec la délégation congolaise composée, entre autres par Jacques Menchiavani, qui est même le boss de ce groupe congolais qui est envoyé à Doha. Beaucoup des exigences. Est-ce qu'il faut croire à une paix définitive? Je crois que nous ne pouvons pas à ce moment ici totalement désespérer. Tout ce que nous pouvons dire comme citoyens et comme compatriotes, nous pouvons dire qu'on peut espérer un accord de paix qui peut conduire certainement même pas une paix définitive, parce que vous savez que le besoin et les circonstances peuvent à tout moment changer pour amener à d'autres perspectives. Mais dans le cas de l'AFC 1-3, par rapport à ce qui s'est fait à Doha pour le moment, nous espérons bien que ça peut conduire, ces discussions peuvent conduire à un accord qui peut finalement stabiliser la partie est de la RDC. Mais je crois qu'il y a des éléments, parce que je vis il y a 2-3 jours, les gens étaient en train de s'inquiéter sur le fait que l'OM23 a donné certaines conditions. Effectivement, par exemple, ce sont des conditions qui tuent, par exemple. Par exemple, lorsqu'on dit que l'OM23 a demandé à ce qu'on puisse laisser l'espace Grand Kivu, voilà, pour une exploitation de 8 ans. Moi, j'ai toujours dit que lorsqu'il s'agit de négociations, il s'agit de pourparler, on peut poser des conditions, mais qui peuvent toujours être discutées et amener les gens à se mettre d'accord sur
un certain nombre de choses. Il ne suffit pas seulement de poser des conditions. Par exemple, 8 ans d'exploitation de cette partie par l'AC M23, qui pour d'autres qualifie d'une procédure qui va aboutir finalement à ce que nous craignons tous, la balkanisation de cette partie, pour dire que nous avons gagné ce qu'on a demandé. L'AFCP demande, mais poser comme condition qu'on leur laisse cette partie-là, mais je ne pense pas que du côté du gouvernement congolais, on peut se dire directement, ok, c'est une condition, on laisse et on donne à l'AFC cette partie. Du côté congolais, il y a aussi des conditions. Par exemple, lorsque on leur demande d'abord de laisser les armes quitter les parties occupées par ces mouvements. Vous voyez que chacun de deux côtés essaie quand même de faire des concessions. Je crois qu'à partir de ces concessions-là, on peut finalement se mettre d'accord. Lorsqu'on négocie, je ne pense pas que toutes les parties vont rester dans leur camp respectif, mais chacun va chercher plutôt, à mon entendement, à se laisser un peu faire. Il est vrai que du côté congolais, on est en train de négocier en position de faiblesse parce que l'AFC M23 occupe une grande partie du pays. On négocie, on négocie en position de faiblesse. Malgré l'accord des États-Unis, l'accord de paix Rwanda-RDC, on part toujours en état de faiblesse. Moi, j'ai toujours dit, mais par rapport à cet accord qui a été signé entre la RDC et le Rwanda, la RDC signe toujours ces accords avec une position de faiblesse. C'est-à-dire lorsque vous signez en état de faiblesse, ça signifie on vous impose les choses. Il y a certaines choses qu'on peut vous imposer parce que vous n'êtes pas en position de force. Lorsqu'on a signé cet accord-là au niveau des États-Unis, dis-moi un peu, qu'est-ce que la RDC pouvait imposer au Rwanda de manière explicite? Il y a le retrait de militaires rwandais sur le sol congolais. Non, mais ces retraits-là ne pouvaient se faire que en respectant les conditions qui ont été données par l'OM23, parce que l'OM23 est en position de force. La position qui explique cette position de force, c'est que aujourd'hui ils occupent le sol congolais. Alors que nous, je parle du gouvernement congolais, nous n'avons aucune position de force à ce moment ici à imposer au M23. Et donc, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais je voudrais seulement vous faire comprendre que lorsqu'il s'agit de négociations, on fait toujours des concessions. Le parti se faut quand même déshabiller de leur casquette de pouvoir ou d'imposition, parce que ça doit concourir à un accord qui doit être bénéfique aux deux parties. Je crois que c'est dans ce sens. Mais lorsqu'il s'agit de la guerre, c'est la position de force qui prime. Mais lorsqu'il s'agit des accords, lorsqu'il s'agit des négociations, il faut que les Congolais acceptent aujourd'hui. Les Congolais doivent espérer qu'on peut arriver à un accord, pour ne pas me laisser être pessimiste comme Désiré me l'a toujours qualifié. Aujourd'hui, je me dis qu'il s'agit de pourparlers, il s'agit d'une négociation. Nous espérons que ces pourparlers vont aboutir à un accord qui va donner de la possibilité au gouvernement et au Congo de gérer l'intégrité de son territoire. Ok, Gardidiana, est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui à Doha, parce que les exigences de groupes armés, entre autres le M23 et l'AFC, on constate ce n'est pas presque ce qui a été déjà dit au niveau des États-Unis d'Amérique, où on demandait le désengagement, désarmement de groupes rebelles sur le sol congolais? Un peu perdu, parce que dans cet accord-là, il y a beaucoup de phases. Je crois qu'il y a un problème dans l'orientation de ces négociations. On a tenu compte des différents cercles de pouvoir. Le premier accord avec le Rwanda, c'est pour veiller sur le conflit external. Puisqu'on a toujours dit que le Rwanda a toujours instrumentalisé les forces pour pouvoir tirer sur ses intérêts, il fallait commencer avec le Rwanda. On trouve un terrain, un accord, des principes. On suppose que maintenant la question est une question interne entre la RDC et les groupes armés. L'accord parle du retrait des troupes rwandaises.
Mon frère parle de l'exigence de le contrôle administratif de Kivu pendant 8 ans. Ce qui, pour un averti comme moi, fait partie des enchères pour moi. Pourquoi? Parce que l'accord au préalable, qui est la suite de ces événements, a réglé ces problèmes. L'intangibilité des frontières, l'intégrité territoriale de la RDC. Ça veut dire que demander un truc pareil, si ce n'est pas faire monter des enchères, c'est faire le dos rond. Donc en gros, c'est de la supercherie qu'ils demandent ça. Et je crois qu'ils mettent la barre très haut pour espérer renégocier d'une certaine manière. C'est des enchères qui sont en train de monter, si jamais ils sont dans cette optique-là, parce que je sais que ces éléments circulaient bien avant, ils voulaient ceci, cela. Jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'au niveau de Doha, moi particulièrement, je n'ai pas encore des bribes d'informations sur les conditions de telle ou telle autre partie. Je n'ai pas encore eu, on t'oblige, mais je crois que les M23 ne peuvent pas exiger ça. Ils ne peuvent pas revenir sur ça. Maintenant, la question du rapport de force. Vous savez, généralement, on a tendance à croire que le rapport de force dans une négociation n'est que militaire. Je vais vous citer un exemple d'une guerre qui est presque semblable à la nôtre. Parce que François a dit que la République démocratique du Congo... On part en position de faiblesse parce que militairement, on est occupé. Oui. Ça, c'est une vérité. Dans le rapport militaire, c'est nous qui sommes sous occupation, c'est une faiblesse. Mais dans le rapport de force qui définit ou qui définissent au pluriel aussi les négociations, il n'y a pas que les approches militaires. J'ai parté pour vous donner un exemple d'une bataille qui est semblable à la nôtre. Ce n'est pas la même chose, mais il y a des similitudes. Vous connaissez la bataille de l'Iran et Koweït. Le Koweït s'est senti occupé par l'Iran pour des raisons d'ordre économique. Le Koweït a vu les États-Unis et a trouvé un partenariat bilatéral avec son pétrole et a sous-traité sa sécurité aux États-Unis. À l'époque, les États-Unis étaient encore cet État belliqueux, ils ont envoyé des Navy SEALs et des militaires pour aller combattre parce que le Koweït était un État fragile et faible. Ici, il s'agit de la RDC, mais au-delà de ça, on est dans un rapport sous-régional. Les États-Unis savent qu'aujourd'hui, engager un rapport de force militaire à ces niveaux-là, ils peuvent certes gagner, mais ils ne vont pas résoudre le problème dans le fond. Parce qu'on va sur cette initiative, parce que Kinshasa a estimé que cette affaire dure depuis longtemps, il faut trouver une stratégie pour mettre fin à cette question de manière définitive. C'est quoi mettre définitive? Trouvons un compromis à l'instant. Maintenant, dans notre rapport bilatéral avec les États-Unis, on va travailler sur le moyen et le long terme. À très court terme, la RDC n'a pas de choix, il faut négocier. Parce que pour arriver à mettre en place la stratégie dans le rapport bilatéral qu'on veut établir avec les États-Unis, il faut donner à l'autre l'opportunité d'avoir le contrôle, pas forcément le contrôle, mais l'accès à l'espace administratif, et particulièrement on parle de matières stratégiques, c'est dans cette partie-là. Et aujourd'hui, l'idée de pouvoir isoler le Rwanda, qui s'est adjugé le rôle de redresseur de tort, je viens corriger les problèmes, les conflits internes de la RDC, je viens en médiateur, je viens en tort pour venir résoudre, je viens en super-héros, ou à la limite, je viens par précaution parce qu'ils hébergent des forces qui constituent un danger pour nous. Aujourd'hui, on a, dans l'approche externe du conflit, on l'a résolu avec le Rwanda. Maintenant, le groupe armé en interne. Je vais vous dire pourquoi ce sont des enchères. Hier, j'ai eu la chance d'être sur un plateau avec le secrétaire national du PPRD, en charge de la communication, qui a tenu un discours qui m'a un peu plu. À la question de l'accord, il dit, je vais vous donner la position officielle de notre parti aujourd'hui. Le PPRD s'est dit, prêt à soutenir toute initiative qui nous conduira vers la paix. Et ça prouve à suffisance qu'il y a évolution dans le jeu politique. Et ils le savent. Quand Bintou Keïta est allé voir Nanga, ce n'était pas pour faire le dos rond, ce n'était pas pour faire bon. C'était pour expliquer les enjeux et la cartographie aujourd'hui. Maintenant, quel est l'avantage que la RDC a maintenant? Vous savez, la donne américaine nous apporte autant de force dans les considérations diplomatiques et d'influence que sur les approches militaires. Aujourd'hui, nous le savons tous, je crois que sur ce plateau, tout le monde sait que le Rwanda n'était pas seul. Le Rwanda bénéficie du soutien de beaucoup d'États, particulièrement les États-Unis. Pourquoi je parle des États-Unis? L'industrie numérique des États-Unis rachète les matières stratégiques par la Chine, qui est resté cet État-là. En fait, la Chine est un État beaucoup plus dangereux qu'on le pense. Un État commerçant qui, pour des raisons économiques, la Chine peut tourner kazakh. C'est-à-dire que la Chine exporte à plus de 6-7 milliards chaque année les ressources de la RDC, mais quand vient les questions d'enjeux sécuritaires au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine fait comme s'il ne connaissait pas. Vote même parfois contre la RDC.
La Chine. Je parle de la Chine. Oui. Quand on parle ici de l'exploitation illégale, le 2 milliards annuels qui rentrent dans le trésor public rwandais, vous pensez que qui exploitent? Ce sont les Chinois qui prennent et intègrent dans la chaîne des valeurs rwandaises. Donc en gros ici, la RDC comprenant les enjeux, que c'est lui à qui on a donné les privilèges sur les questions d'ordre économique, n'est pas un allié politique et diplomatique convenable. On retourne là-bas, on trouve un compromis. La force qu'on a aujourd'hui, c'est que le Rwanda étant isolé, qui était la principale force source, ne peut plus alimenter ces mouvements rebelles. Ils sont peut-être en train d'occuper des espaces, mais suffisamment réduits dans leurs approches belliqueuses. Une question La preuve, c'est directe. qu'ils sont à la porte d'Ouvira jusqu'à aujourd'hui. Oui. Un peu de résistance de Ouazalendo, ils n'arrivent pas à élargir leur zone d'influence. Une Donc- question directe, parce que vous parlez de la force du Rwanda. Pourquoi Kagame, quand vous suivez ces derniers temps, ces sorties médiatiques, on pense que l'homme est au moins agité? Pourquoi il s'agite? Ne me dites pas à moi agité, ça c'est un constat que vous faites. Non, c'est un constat, c'est c'est-à-dire, ce que je dis. compte tenu de ce propos... C'est ce que je dis. euh, Moi je pense plutôt qu'il est devenu oui. un peu plus bavard, pas agité. Mais moi ça se comprend pourquoi. Parce que, j'explique ici, le Rwanda est un État, si je veux trouver une expression simple pour que les gens comprennent, un État sous perfusion. Le Rwanda, dans ses mobilisations, dans son existence en tant qu'État, ses ressources, en ressources propres, le Rwanda mobilise, à la limite, quand il fait de bons chiffres, c'est 1,5 milliard de dollars américains. Il a généralement un budget entre 5 et 6 milliards. Le 1 milliard autre, 1,5 milliard autre provient de l'aide au développement. Les États-Unis particulièrement et les États, notamment la Grande-Bretagne. Et les 2 milliards viennent par l'exploitation illicite de ressources de la RDC qui intègre sa chaîne, qui lui donne même la posture d'être un État producteur de certaines matières qu'il ne détient pas. Quand on est dans ces contextes, quand la survie d'un État dépend des orientations d'ordre régional et international, le Rwanda aujourd'hui se sent en danger. Le Rwanda aujourd'hui se voit amputé. C'est pourquoi dans l'idée des pouvoirs, aller dans l'intégration régionale, vous verrez que on est presque dans la stratégie que Tshisekedi a utilisée quand il est arrivé au pouvoir. Puisque vous pensez que le problème c'est les ressources, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un hub qui nous permettra de travailler ensemble? Il a pris des décisions impopulaires. Nous tous, on n'a jamais été d'accord avec. Donc en gros, aujourd'hui, la posture du Rwanda vis-à-vis, c'est son image internationale écorchée. Le Rwanda était dans une phase ascendante dans ses objectifs d'ici 2030, c'est d'être l'économie la plus dynamique du continent africain. Quand les considérations politiques et sécuritaires intègrent et que vous passez de cet État, j'ai envie de dire, de meilleurs élèves sur le plan international à un État belliqueux, c'est normal que ça l'affecte. Et donc, s'il commence à beaucoup parler, parfois dans les invectives, c'est parce qu'aujourd'hui, il est affecté. Et que Kinshasa n'a pas servi convenablement les intérêts. Et donc, ne lui reprochez pas de défendre son État. Qu'il parle comme il veut, qu'il soit agité, ça, c'est pas notre problème. Moi, je me suis toujours refusé de croire qu'on peut se mettre à l'autour d'une table pour commenter l'attitude de Paul Kagame. Je trouve ça indécent. Non, vous avez dit, il est trop bavard. Hein? Oui, mais c'est un conseil, il parle beaucoup, c'est son attitude. Et puis, qu'est-ce que nous, on a à faire? S'il parlait moins, après, nous, ça change quoi? Donc, en gros, en résumé, dans ces contextes ici, il est possible qu'on aille. L'avantage que la RDC a, c'est le rapport de force diplomatique. Cette intégration de la donne américaine nous permet aujourd'hui. Cet isolement du Rwanda dans les considérations des négociations, qui manipulait souvent les négociations. Et aujourd'hui, maintenant, le problème, c'est qu'à nous d'être sérieux. D'envoyer des gens capables de ne pas faire des concessions alambiquées là-bas. Parce que je connais les Congolais, on est capable de prendre, d'accepter tout et n'importe quoi. On a certes des positions de faiblesse sur le plan militaire en interne, mais on a quand même l'avantage aujourd'hui dans les rapports d'avoir un allié ou encore un médiateur qui aujourd'hui veut assurer les choses. Et on a de par nous la force de la résolution 2773, qui d'ailleurs, beaucoup pensent qu'a été annulée par l'accord. Moi j'ai un autre point de vue, c'est pas ça le débat. C'est pas annulé. Mais donc je crois que à nous d'être sérieux dans la suite des événements. Alors, il faut être sérieux, Désiré. À Doha, Kinshasa, AFC M23. Est-ce qu'aujourd'hui, ce mouvement rebelle, le M23 et l'AFC, quand parmi tant d'autres, ils obligent d'occuper le Kivu pendant 8 ans et ainsi de suite, est-ce que ce n'est pas demander au président Félix Tshisekedi de pousser le président au crime? Avant que je ne réponde à votre question, je voudrais revenir un peu sur ce qu'avait dit Francis Ochoudi, parce qu'il estime que la RDC négocie aujourd'hui en position de faiblesse, alors que la RDC négocie plutôt en position de force.
Diana l'a avec le dit, M23. si on considère sur le plan militaire, je ne sais pas si Francis Non, pas sur le plan parlait militaire. de plan militaire, parce que Non, pas- Bon, peut-être qu'il a pris une globo. Ce n'est pas sur le plan militaire. Non, Parce je- que- Il avait pris une J'ai Parce que- plutôt parce parlé qu'aujourd'hui- sur le... Parce qu'on a été... Bon, il est clair, Diane l'a rappelé, qu'on est battu sur les terrains militaires. mais vous parlez Et- en général. Non, non, ou j'ai bien dit, parce qu'on est sur le plan militaire, il est clair que nous, on n'a pas réussi à faire quand même des exploits sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on est allé sur le plan diplomatique. diplomatique. Et donc, Vous savez que- la Cela ne- faiblesse cela ne qu'on met pas a sur le forcément plan position militaire faiblesse. peut Et- influencer les négociations au niveau des Doha. Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Non, oui, Désiré. Je pense que vous avez Déjà, compris, quand hein, il dit, il ajoute autre chose qui qui vous étonne. hein. déjà, quand il dit que la RDC n'a pas réussi militairement, alors que la RDC, jusque-là, est sur la position défensive, moi, je ne comprends pas. Nous, on n'a jamais été offensive. La RDC est toujours défensive. Vous avez déjà suivi le chef de l'État déclarer la guerre? Parce qu'avant qu'on procède à la guerre, il faudra qu'elle soit déclarée par le chef de l'État. Il doit réunir l'Assemblée nationale et le Sénat et déclarer la guerre. Vous avez déjà suivi une déclaration pareille Je ne dans les comprends médias? pas. Visiblement, ils se connaissent. Hein. Je ne comprends pas. On est attendez. en Laissez-moi siège. parler. Nous sommes au Laissez-moi sujet, parler. s'il vous plaît. Ah, on est hors S'il vous sujet. plaît. On est hors sujet. Non, non, j'ai dit on est en siégé. Oh, Non, mais s'il vous laissez-moi plaît, parler. s'il vous plaît. Vas-y. Laissez Désiré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que la RDC est faible militairement face au Rwanda. Parce que nous n'avons jamais combattu. On n'est pas en guerre. Nous nous défendons tout simplement. Mais au moins, on nous fait la guerre. Oui, on nous fait la guerre, mais nous, on se défend. Attendons voir le jour où la guerre va se déclarer et que quand on passera à la position offensive, si le Rwanda va continuer à nous gagner, c'est à ce moment-là que vous direz que la RDC est faible militairement. Mais pas aujourd'hui, parce que nous, on se défend. Ce sont des choses que vous ne maîtrisez pas. Mais et on je a vous l'ai dit, récupéré. vous devriez écrire. Désolé, on a récupéré. Diplomatiquement, des villes. diplomatiquement. S'il vous plaît, on a récupéré des villes C'est pas possible. où notre armée, ou même le chef de l'État lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi, a parlé de la faiblesse de l'armée. Oui, mais vous voulez. le chef de l'État, vous avez dit. Effectivement, il a dit il a parlé de la que faiblesse de l'armée. nous n'avons pas une armée. Il a constaté Nous qu'il avons- n'y avait il pas. dit, il n'y avait il dit pas depuis une armée toujours, forte. non, il n'a pas dit que nous n'avons pas une armée forte. Il dit depuis toujours que nous avons une armée infiltrée. Nous avons une armée infiltrée, et vous le savez, que notre armée est totalement infiltrée et à tous les niveaux. C'est ce qui fait la faiblesse de notre armée, parce que nous, le Congo n'a pas le contrôle de son armée. Notre armée est dirigée par le Rwanda aujourd'hui parce que nous avons autant de généraux, de lieutenants et consorts qui viennent du Rwanda, imposés par le Rwanda pendant 18 ans de Joseph Kabila. C'est ce que le chef de l'État s'est toujours lamenté, le fait que nous ayons une armée infiltrée et nous ne pouvons pas faire face au Rwanda parce que nous avons des Rwandais ayant des commandements. Il ne faut pas se dire lamenter, parce que le chef ne se lamente pas. C'est un aveu d'échec, tout Non, simplement, mon ami. attendez, non, non. C'est Il- un il a- aveu non, non, d'échec. non, non. Laissez-lui. Mais laissez-moi Laissez-lui. parler. Laissez-lui Il a dit Oui. que le chef de l'État a déclaré ouvertement que nous avons une armée faible. Non, 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 je n'ai jamais suivi le chef de l'État dire que nous avons une armée faible. Non, nous avons plutôt une armée infiltrée. Et face à cette infiltration, nous nous retrouvons face à un pays qui nous infiltre. Et qu'on ne peut pas gagner cette guerre-là. Nous devons commencer par mettre fin à l'infiltration et déclarer la guerre au Rwanda. C'est alors que nous allons juger, oui ou non, si notre armée est faible. Diplomatiquement. Quand il dit que la RDC négocie aujourd'hui en position de faiblesse, non, 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 non. Lisez bien l'accord de Washington. L'accord RDC-Rwanda sous les bons offices des États-Unis. Il est dit tacitement que le M23 doit être neutralisé. Dans l'accord, il y a la forme et le fond. Quand vous lisez la forme, comprenez aussi ce que ça veut dire. C'est le M23 qui se retrouve en position de faiblesse aujourd'hui. Parce que qu'on négocie avec le M23 ou qu'on ne négocie pas à Doha, le M23 sera cantonné. Mais ils obligent. C'est ce que dit l'accord. Parce que Ils obligent. quand l'accord vous dit clairement Oui. qu'il faut respecter l'intégrité territoriale, ça veut dire quoi? Le M23 qui est un groupe rebelle étranger. Ça veut dire que le M23 doit être cantonné. Il y en a qui disent que l'accord ne parle que de RDF
L'accord ne parlait pas du M23. On ne parlait pas du M23 dans cet accord. Pourquoi? Parce que nous avons déjà un processus qui a été déclenché à Doha entre la RDC, entre le gouvernement congolais et le M23. D'où nous y allons en position de force pour pouvoir négocier avec les Congolais. Aujourd'hui, ça ne sont pas, on ne négocie plus avec le Rwanda à Doha. On négocie avec des Congolais. Vous, M. Félix Tchambala, frustré, et qui prend les armes, et qui se retrouve à Goma, moi, j'ai les commandes de l'État, je me dis, bon, c'est mon frère, on doit se mettre autour d'une table et s'écouter, se parler. C'est ce qu'on veut faire. Mais ça ne veut pas dire... Il y a des exigences qui veulent à ce qu'on puisse diviser le pays. Hein, non, il ne faut pas suivre ce que disent les Nanga. Les Nanga, Diana vous a dit qu'ils veulent avoir une position de force à Doha. C'est comme ça qu'ils font ce genre de choses. Ce sont des concessions. On va se parler. Fancy aussi l'a dit. Je suis un tout petit peu d'accord là-dessus parce qu'il a dit qu'on va se parler. Chacun de nous a des enchères qui montent sur la table. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Et ce sont des concessions. Après avoir se parlé, si le M23 dit oui à ce que va dire le gouvernement congolais, en tout cas, on va parler entre Congolais et puis on va trouver la paix. Mais sinon, ils seront cantonnés quand l'applicabilité de l'accord de Washington sera appliquée. Parce que de façon tacite, le M23 doit partir dans cet accord-là. Respect de l'intégrité territoriale, respect de la souveraineté d'un État. Ça veut dire que le M23 partira. La RDC aujourd'hui négocie en position de force. Nous avons déjà un accord sur la table sous les bons offices des États-Unis qui n'est pas moindre aujourd'hui. Et si vous voyez Kagame s'agiter, parce que vous avez d'ailleurs employé le mot qu'il faut ou qu'il fallait, mais Diana a dit non, ça ne sont pas des agitations, ce sont des agitations. Il a l'habitude de faire dire aux gens ce sont... dit, malheureusement. Mais c'est ça, non? Non, j'ai juste... Il a parlé des agitations. Parce que les gens qui me suivent, moi, j'ai une règle, c'est que l'attitude de Kagame ne m'intéresse pas. Ah oui. Mais ça doit intéresser tous les Congolais. Les Congolais, ils s'intéressent aux à côté qu'à la réalité. Il parle de lui. Il parle de lui. Les Congolais s'intéressent aux à côté qu'à la réalité. Qu'est-ce que l'attitude de Kagame peut faire? Félix, oui. Les agitations des Caméré doivent être intéressées. Mais Caméré, il faut aller avec Caméré. C'est normal, c'est la plus. Ah oui. Kamere, c'est quelqu'un que j'aime bien. Ah oui, allons-y. Les agitations de Kagame doivent intéresser tous les Congolais. Sauf moi. C'est du sang. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Nous sommes patriotes. En tant que patriotes, nous devons nous y intéresser. Parce que quelqu'un qui nous a toujours agressés pendant une trentaine d'années, aujourd'hui il s'agite, aujourd'hui il pleure. Comment on peut pas s'y intéresser? Mais quand il change de régime alimentaire, ça doit nous intéresser aussi. Non. Écoutez, vous voyez autour de ça, cette table, je découvre qu'il y en a qui sont avec le M23, mais qui ne se déclarent pas. Ce n'est pas possible. Non, il ne faut pas être... Non, là, c'est une subjectivité grave. Suivez bien. C'est une subjectivité grave, ça sort de soi. Suivez bien. Retirez d'abord. Il n'y a pas à retirer. Non, s'il vous plaît. Il n'y a pas à retirer. S'il vous plaît. Je n'ai pas Je récupère responsable. d'abord la parole, je vous la donne. Je récupère la parole, je finirai. Mais laissez-moi d'abord. Je n'ai pas fini ce que j'allais dire. S'il vous plaît, ici autour de cette table, nous avons deux Congolais engagés et qui parlent pour le bien de leur pays. Et qui ne veulent pas condamner Kagame. S'il vous plaît. Vous n'allez pas demander à chaque Congolais de condamner Kagame. Ce n'est pas le fait... Mais il s'agit là de notre pays. Laissez-moi terminer. Ce n'est pas le fait de condamner Kagame qui va vous faire voir que vous êtes Congolais plus que les autres. Alors retirez votre parole. Autour de cette table, il n'y a pas quelqu'un qui... non, je ne l'ai pas affirmé. Non, j'ai dit, mais retirez d'abord cette parole. Non, je n'affirme pas qu'il y en a qui sont avec le M23. Retirez d'abord, on continue. On le regarde. Hein, bon, je retire. Merci, je retire. En tout cas, bon, je disais que moi, en tant que Congolais et en tant que patriote, je me réjouis des agitations de Paul Kagame aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui a
agressé la RDC pendant une trentaine d'années. Et qu'aujourd'hui, face à une diplomatie agissante menée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons un accord sur la table entre la RDC et le Rwanda sous les bons offices des États-Unis. Et regardez aujourd'hui Kagame qui s'attaque même aux États-Unis. Mais il y a des Congolais qui sont au pays ici qui disent que cet accord-là avantage plutôt le Rwanda et désavantage la RDC. Oh. Mais pourquoi Kagame s'agite? Si cet accord avantage le Rwanda, pourquoi il s'agite? C'est la question fondamentale. Il s'agite parce qu'il a vu qu'il a perdu totalement. Nous avons totalement gagné. Il ne faut pas chanter la victoire, hein, parce que ce n'est que des accords signés. Entre autres, il y a encore dessous Monsieur Félix, n'ayons pas peur de dire aux Congolais que nous avons gagné face à une agression qui date des trentaines d'années. N'ayons pas peur de le dire, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis ne blaguent pas. Je ne suis pas en train je vais dire, montrer aux gens que Félix Tshisekedi a réussi à tous les niveaux. Non, parce que mais sur le plan diplomatique, nous devons le lui reconnaître. La ministre Thérèse Kaikwamba a dit que le travail commence maintenant, et si le plus dur reste à faire, ça signifie qu'on ne peut pas déclarer déjà la victoire. Non, le plus dur qui reste à faire, c'est l'applicabilité de l'accord entre les deux parties. On connaît comment le Rwanda, Mike Diana, doit déjà un dialogue qui regroupe le Congolais qui sont armés, qui font la guerre en République démocratique du Congo, la FCLM 23. Est-ce que après Doha, doit-on encore s'attendre à un autre dialogue, par exemple ici à Kinshasa, avec tous les acteurs politiques? Félix, je crois que ça fait beaucoup d'années qu'on partage les plateaux. Je t'ai toujours dit que dans le contexte, quand vous êtes la RDC, le dialogue est un mécanisme de gestion. Le dialogue est un instrument en RDC qui participe à la gestion de la République. Même si, quand tu dis à l'opinion congolaise, vous parlez des dialogues, il y a des éléments qui résonnent, c'est partage de pouvoir, c'est... Effectivement, c'est ce que beaucoup de Congolais pensent. C'est ce que je dis. Malheureusement, si on devrait nous tous penser comme beaucoup de Congolais, on fait quoi ici sur ces plateaux? On a l'obligation d'éclairer, c'est ça notre travail. Il ne faudra pas que nous on s'en mette sur le plateau avec les pensées populaires. On ne rend pas service. Il y a des gens qui nous suivent, parfois sont plus intelligents que nous. Effectivement. Le problème, c'est que quand on vient ici, la masse qui suit doit apprendre, pas rester bornée dans ses orientations. Quelque chose dans nos dires. Vous savez, permets-moi de revenir sur un élément essentiel. On va se mettre d'accord sur quelques éléments. Si on nous renvoie à Doha pour aller négocier, ça voudrait dire que d'une part, on a une faiblesse. Parce qu'un État souverain qui gère l'intégralité de son territoire, on ne va pas nous imposer un dialogue avec des groupes armés. Je ne sais pas, peut-être c'est mon langage qui n'est pas très compris depuis le début de cette émission, mais je l'ai dit dès l'entame. Dans le principe basique d'un accord, c'est que c'est la résultante d'un rapport de force. Mais la notion du rapport de force maintenant, à l'entendement des Congolais, il n'y a pas que le rapport d'entendement de force militaire. J'ai évoqué même la bataille de Koweït où, militairement, Koweït était affaibli. Il a utilisé ses ressources pétrolières pour engager une dynamique diplomatique et renverser la tendance militaire. C'est ce que Kinshasa veut faire. Quand il a parlé de la position de faiblesse, j'étais le premier à dire, militairement oui, mais intégralement aujourd'hui, je pense que c'est équilibré. Je dirais pas 50-50, mais c'est équilibré. Pourquoi c'est équilibré? Parce qu'aujourd'hui, le plus grand ténor, c'est lui qui conduisait cette guerre-là, a signé des accords. J'ai entendu mon frère dire ici que Paul Kagame a attaqué les États-Unis. Moi, je n'ai pas entendu là où il a attaqué les États-Unis. Parce que quand son ministre des Affaires étrangères est venu pour dire les cantonnements des M23 arrivera après qu'on ait trouvé une solution sur le FDLR, il n'a pas été contredit par la partie congolaise, il a été contredit par les Américains, par Boulos, qui lui a dit c'est faux ces considérations de choses parce qu'on a parlé de la concomitance. Ça se fera de manière concomitante. Et que pendant qu'on travaille sur le M23, au même moment on travaille sur le FDLR.
Ça prouve à suffisance que cette contradiction, Kinshasa n'a même pas besoin. Vous comprenez là où je vous dis que moi, son attitude ne m'intéresse pas. Parce que quand nous, on est dans les résultats, dans le travail, on n'aura même pas besoin de le contredire. Autre chose, quand on en parle, dans ses déclarations, Paul Kagame contredit même son ministre des Affaires étrangères. Moi, j'ai entendu Paul Kagame dire que lui n'a pas un problème avec l'accord signé et que le Rwanda est disposé à appliquer cet accord. Mais comme d'habitude, le Congolais, comme on aime l'attitude de Kagame, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une digression. Là, je rentre dans ma posture d'expert en com stratégique. Il nous engage dans un débat qu'on aime. Il fait des invectives sur le chef de l'État. Et malheureusement, c'est ce que nous, on retient. Et par ricochet, on fait un effet d'inertie. Il dit, il s'est attaqué au chef de l'État et aux Américains. Non. Dans sa communication, il a bien séquencé. Quand il s'agissait des Américains, il a fait des considérations d'ordre général. Nous, on n'a pas de problème, parce que Kagame ne peut pas se permettre d'attaquer les États-Unis. Il ne peut pas. Il ne peut pas, parce que tout ce qu'il est, ce sont les Américains. La posture dont il s'étargue la poitrine aujourd'hui de la sous-région, avant lui, il y a des gens qui l'ont fait, les Joseph Désiré Mobutu l'ont fait. Ah ouais. Il sait que ça ne s'est jamais terminé comme il se doit. Mais la question, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Oui. Après Doha, doit-on encore revenir à finir. Kinshasa Votre question, oui. Le problème c'est que vous commencez à aimer beaucoup les détails. Je vous ai dit dès l'entame. On peut beau ici sur ce plateau dire, nous on n'est pas d'accord avec le dialogue. Mais ceux qui tiennent les manœuvres du pouvoir ne partagent pas le point de vue. Même le chef de l'État ne partage pas ses points de vue. Lui-même, il a recommandé, il a reconnu le porteur. Lui-même, il est dans cette dynamique-là, de dialoguer. Lui-même, il a accepté la main tendue de Fayoulou et a chargé Fayoulou de faire ratisser large, qui est une dynamique de Congolais. Bon, maintenant, on va discuter sur le dialogue alors que celui qui tient le pouvoir va déjà dans ce sens-là. Moi, par contre, comme je dis, le mot dialogue dans son sens général, j'estime que c'est un instrument de gouvernance. Mais le dialogue à la congolaise maintenant pose problème, a mauvaise réputation. Est-ce que maintenant il pourra trouver des voies et moyens pour corriger ça? On ne sait pas, on lui accorde le bénéfice du doute. Mais le dialogue à la congolaise, ça c'est pas ce qui nous intéresse. J'étais sur les considérations militaires encore une fois de plus. Le triomphalisme risque de nous tuer. Parce que si l'archétype de la négociation, celle qui a représenté la partie congolaise, mais beaucoup de bémols. Il vous dit, quand on pose la question, il dit, est-ce que maintenant on peut dire que la guerre est finie? Il dit, je ne sais pas le dire et je ne sais même pas vous donner un délai, mais ce qui est sûr qu'on a franchi un pas important. Maintenant, le gros du travail reste à faire. C'est quoi le gros du travail? Je répète ce que j'ai dit ici dans le process. On avait une nébuleuse, influencée par un État voisin, qui rendait les discussions difficiles. Il vous souviendrez que la plupart des fois, je vous disais, le problème de la RDC ne trouvera plus des solutions au niveau de la sous-région, parce que la sous-région est une caisse de résonance. Ah ouais. La plupart des États qui arrivent, subissent les influences d'ailleurs, viennent qu'appliquer. Or, il y avait un facteur X, c'est que Kinshasa avait refusé de s'aligner. Kinshasa a refusé les prérequis d'habitude. C'est qu'on arrive là-bas, on occupe une première, une deuxième ville, on arrive là-bas, on fait des concessions. Kinshasa a dit, s'il faut résoudre le problème de manière définitive, on ne va pas se laisser épater par des pertes mineures. Je me permets encore une fois, quand je nuance, quand je parle de pertes mineures, ce n'est pas en termes de vies humaines. Je parle in globo sur certaines considérations que les gens voulaient nous emmener. La perte en vies humaines ne peut pas être une perte mineure. Ça, c'est une perte énorme. Maintenant, la tangente de Kinshasa, c'est qu'il faut arriver à trouver une conclusion définitive. Ce qui fait que les postures d'autrefois, les M23 nous menacent. Les Nations Unies nous disent non, ces M23 sont mieux outillés, mieux armés que même la force onusienne. Et puis, on crée de la stupeur et puis on recule, on va signer des accords. Kinshasa a refusé cette fois. C'est ce qui a changé. C'est le facteur X. Ce qui fait que l'affaire s'est exaspérée et même la supercherie de la sous-région se révélait. L'accord dont on parle ici, à 80%, le projet de ces textes-là, c'est le projet des textes qui devrait être signé à Luanda, où Kagame a décidé de désister. Ça prouve à suffisance qu'encore une fois de plus, on ne va pas se voiler la face. Ce texte-là met quand même Kinshasa dans une bonne posture. Et le danger que je répète, Félix, c'est que depuis que je suis en train de suivre ces débats, à part les quelques lettres ouvertes, quelques considérations d'ordre technique de certaines intelligences, on passe le temps à commenter l'accord au lieu de l'analyser. Je vais aussi, comme j'ai demandé... C'est-à-dire on commente, on n'arrive pas à analyser l'accord. Je veux te demander l'exercice comme j'ai demandé à tous les autres qui nous ont reçus avant. Amenez-nous, prenez l'accord, mettez ici.
Si on va prendre un mois, allons point par point et évaluons quel est l'avantage, l'inconvénient de la RDC. Ah oui. C'est le meilleur des débats pour dissiper les montagnes. Sinon, si on va dans le commentaire, chacun prendrait une disposition, l'interpréterait, le donnera la forme qu'il De sa façon. de sa façon. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la vérité, je répète pour conclure, la position des faiblesses que mon ami évoquait peut se laisser transparaître par les approches militaires. Mais avec les efforts diplomatiques de la RDC, le combat est équilibré maintenant. Et je dirais même qu'aujourd'hui, la RDC a trouvé un facteur pesanteur qui prime sur ces mouvements. Parce que dans un accord, dans un rapport de force, si je sais que le point faible de Félix, c'est sa femme, et que j'arrive à trouver un compromis là-bas, même si tu es chez moi, tu as étranglé ma femme. Si ce que je dis là-bas est convenable, le rapport de force change. Tu peux lâcher. Et malheureusement, c'est la technique utilisée même avec les terroristes. J'ai préféré cet élément imagé pour expliquer la notion de la bataille diplomatique qu'on a engagée maintenant. Il y a les considérations militaires sur terrain, mais la RDC a pris une tangente qui aujourd'hui lui donne une posture de pouvoir renégocier les choses. Je suis même tenté de dire que Doha, pour moi, est une porte de sortie qu'on accorde aux groupes armés. Puisque celui qui parrainait la guerre a été découvert et qu'il a signé des accords là-bas, il faut trouver maintenant une porte de sortie à ces gens-là. Doha. C'est une porte de sortie parce qu'à la fin, bon, ils sont là, ils sont militairement, bon, on en fait quoi? Et la règle, ce que les gens ne savent pas, je vais aussi donner cet élément parce que j'ai vu beaucoup de débats autour. La RDC a signé l'accord, on n'a pas tenu compte de la justiciabilité de ceux qui ont commis des crimes. Mais lisez bien l'accord. La réinsertion se fera au cas par cas. Individu par individu. Ceux sur qui pèse le poids des crimes, des guerres et crimes contre l'humanité, n'intégreront pas. Et pendant qu'on fait ça, le Kinshasa, à côté, a déjà une requête jugée recevable à la CPI sur cette guerre-là de l'Est. Et la Cour africaine des populations a également accepté la requête, dont maintenant les enquêtes sont ouvertes et on suit chacun de près. Merci. Discuter là-bas, pendant ces temps Kinshasa, va mettre chacun devant sa responsabilité. Ça peut vous dire que pour une première fois, dans les approches diplomatiques, dans la gestion diplomatique de cette guerre, on a tenu compte de chaque orientation. Mais j'insiste Félix, les gens qu'on va envoyer à Doha pour aller négocier sur le camp de la RDC, il faudra que ce soit des gens vertébrés, qui seront à même, éclairés, qui ont la maîtrise. Qui ont la maîtrise des choses pour ne pas aller se faire rouler et signer du n'importe quoi comme on l'a fait de la période de Kotomir et Massir. Alors, Francis Otchoudji, vous avez suivi, hein, on ne parle pas de l'état de faiblesse, au moins si on parlerait sur le plan militaire. Hein. Diana dit, au moins, nous sommes dans un temps équilibré, parce qu'avec la voie diplomatique, on a eu au moins à montrer la force. Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous pouvons partir, se séparer avec l'AFC et la M23 en bon uniforme après la signature finale de cet accord à Doha? Merci beaucoup, Félix. Je suis sûr d'une chose. 2 minutes, parce qu'on nous met. Je suis sûr, mais vous ne m'avez pas laissé le temps parce que Désiré a parlé déjà d'éléments. Je suis sûr si je suis sûr d'une chose, c'est que mon ami Désiré, que je connais très bien, n'a pas bien passé la nuit. Ça, c'est une bonne, ça, c'est une chose vraie. Pourquoi? C'est comment ça? Écoutez, quand j'ai dit que la RDC, quand la RDC se présente avec une position de faiblesse, et Désiré dit que nous sommes en position de force. Il faut bien suivre quand quelqu'un intervient. Je parlais que militairement, nous sommes en position de faiblesse. Et que lui a refusé. Pourquoi je le dis? Mais ça ne peut pas se faire. Quelqu'un qui arrive, qui prend, il vous trouve dans votre parcelle, et il vous déloge de cette parcelle et lui-même, il occupe. Vous, le propriétaire de la parcelle, vous êtes dehors, et vous tentez à plusieurs fois de reprendre cette parcelle, vous n'y arrivez pas. À ce moment-là, vous êtes en position de force ou vous êtes en position de faiblesse. C'est ce que notre ami Désiré ne veut pas comprendre. Et quand il vous dit que la RDC a tout gagné, alors que la chef de la diplomatie congolaise, et quand on lui pose la question de savoir quand est-ce qu'on peut espérer la paix définitive dans cette partie, elle vous répond avec des mots sèches que
ce n'est pas à elle. Si ça ne dépendait que d'elle de définir les temps, l'heure et le jour, elle allait d'abord commencer par annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui se retrouvent dans cette partie-là. C'est-à-dire qu'elle est encore incertaine. C'est le grand travail qui commence, elle l'a dit. Bon, peut-être pas. Mais Désiré vous dit ici, rationnel, c'est le mot qui convient. Désiré vous dit ici qu'on a tout gagné. En fait, notre ami Désiré a emprunté le langage de la rue, des gens qui veulent le Jalelo, les gens de la 10e rue, excusez-moi, qui veulent tout attendre, qui ne veulent pas faire le décryptage de l'accord, du contenu de cet accord, comme l'a dit Diane. Il faut lire pour comprendre. Et parce que l'accord a été signé. Non, on a tout gagné. Je suis désolé, cher Désiré, mais je crois que prochainement, vous prendrez le soin de vous comporter comme toujours. Parce qu'aujourd'hui, vous étiez dans les égarements des messieurs, tout le monde, que j'ai du mal à reconnaître mon ami Désiré, un homme très intelligent, mais qui s'est laissé aujourd'hui comme un militant d'un parti politique. On me montre déjà, nous sommes presque à la fin, hein, 1 minute, je prends aussi, et on clôture l'émission. Alors, 1 minute, en 1 minute, qu'est-ce que je vais dire pour commencer. Qu'est-ce que je vais dire en 1 minute? Désiré a certainement des choses à répliquer. Tout ce que je peux dire, tout ce que je peux dire, c'est que tous nous sommes d'accord sur le fait que la paix soit rétablie. Et la paix, on ne saura pas rétablir la paix de manière définitive si on ne prenait pas en compte le corollaire qui accompagne ce rétablissement définitif de la paix. Diane a rappelé par rapport à la délégation congolaise qui se retrouve à Doha. Nous ne voulons pas revenir sur ce qu'on a déjà connu. Dans le temps passé. Dans le temps passé, où les gens se contactent de signer les accords en fonction de ce qu'ils voient maintenant, en fonction de leurs bénéfices parce qu'ils sont au pouvoir. Je vis, il y a Jacquemain Chabani, François Momba, si je me rappelle bien. Jacquemain Chabani a déjà négocié un accord où? Voilà. Non, mais il est celui le chef même de la délégation. Alors c'est que j'aimerais chuter en demandant au régime, parce que ce sont le délégué du régime qui se trouve à Doha. Vous avez cité Chabani ici. Dont on demande quand est-ce qu'il a participé dans les signatures des accords, je ne sais pas encore, de prendre en compte le fait que le régime Tshisekedi passera, la RDC restera toujours, quelqu'un qui viendra après Tshisekedi ne devrait pas retrouver sur la table des accords qui ont hypothéqué la souveraineté de tout un État. Comme lui-même a trouvé. C'est ce que j'ai dit, que nous ne voulons pas retrouver ce qu'on a connu dans le passé. Et donc, il faut tenir compte de ceux qui viendront après. Merci. Désolé, un mot et Bon, par rapport au dialogue, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit. Non, mais soyez vite, hein, parce que nous sommes presque à la fin. Par rapport au dialogue, en tout cas, j'estime... Interne, hein? Oui, justement. J'estime que nous devons nous parler. J'estime qu'il faudra qu'il y ait dialogue. Après toutes les tractations entre la partie qui agresse et ceux qui dirigent, je pense qu'il faudra qu'on se parle. Mais il y a des préalables. Toujours cette question justement, de préalables. Il faudra qu'on ait des préalables, parce qu'on ne peut pas accepter que tout le monde vienne autour de cette table. Surtout pas ceux qui ont pris les armes. Surtout pas ceux qui ont tué les Congolais. Mais Kagame a tué, hein. Vous savez que Kagame a tué. Si Kagame ne vient pas... Ça c'est contradictoire. Non, c'est juste une question. Vous parlez avec les financiers et vous ne pas parler avec les exécutants. C'est contradictoire. Il était autour d'une table aux États-Unis pour qu'on puisse arriver à cet accord de PRDC. D'ici là, le président Tshisekedi va se rencontrer avec Kagame aux États-Unis. Quand on parle de Kagame, on parle d'une agression. C'est d'un État à un autre. Mais ici, je parle de Joseph Kabila, de Corneille Nangaa. Ils ne peuvent pas se retrouver autour d'une table pour négocier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... Non, je parle du dialogue interne. Il faut actualiser les choses. Monsieur Félix, ils sont déjà à Doha, ils sont considérés mouvement rebelle. Ils ne reviennent pas sur les discussions. Non, attention, nous ne pouvons pas légitimer que tout Congolais qui est frustré prenne les armes.
Il faut faire attention. Sinon, Godepo, il prendra les armes. Il faut faire attention. Non, faisons très attention. Ça veut dire que il a parlé sous l'émotion. Je n'aime pas qu'on légitime. On ne peut pas appeler Nanga et Joseph Kabila autour de la table parce qu'ils ont tué des Congolais. Si on légitime cette position-là, demain, quelqu'un d'autre ira faire la même chose parce qu'il sait qu'il va revenir. Merci Diane. Bon, en 30 secondes, je crois que la vérité aujourd'hui, cet accord arrive. Fait évaluer quand même la donne. Mais maintenant, le problème, c'est que la suite des événements dépend de nous. Aujourd'hui, on s'engage à Doha. Moi, j'estime que c'est une porte de sortie qu'il faut trouver à ce rebelle-là. Mais après, en interne, parce que le gros des considérations qu'ils peuvent brandir ont déjà été lavées dans les accords signés avec le Rwanda. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est de bon droit qu'on trouve une porte de sortie. Mais après, en interne, c'est comme j'ai dit, dialogue ou pas, j'aime toujours rappeler au chef de l'État qu'il doit veiller, lui doit protéger un héritage. Le nom qu'il porte, ce n'est pas son nom. Le nom qu'il porte est beaucoup trop légendaire et beaucoup trop grand pour être souillé. Donc je crois qu'il a l'obligation des résultats maintenant, jusque-là, jusqu'à preuve du contraire. Je peux mettre ma main à couper, on ne la coupera pas. Il a fait preuve de beaucoup de tact dans la gestion de cette question de la guerre de l'Est. Il faut les lui reconnaître. Maintenant, généralement on dit c'est pendant la fête que les enfants des dieux sont tués. C'est généralement qu'on arrive à la porte que les choses se compliquent un peu. Je vais faire un peu comme Rémi Ngono, c'est généralement quand on arrive à la porte que la diarrhée s'accentue. Il faudra éviter qu'on tombe dans le travers d'autrefois. J'évite le triomphalisme. On a franchi un palier, on a franchi une étape, mais on n'a pas encore gagné. Parce que les mêmes personnes sur quoi on s'apaisantit aujourd'hui peuvent être demain subir un lobbying, un contre-lobbying, et changer de posture. C'est ce qu'ils ont toujours fait depuis un certain moment. Donc je crois qu'il faudra qu'on garde le cap, qu'on reste sérieux, qu'on reste concentré, et encore une fois de plus, évitons les artifices. Kagame connaît les orientations des Congolais sur la communication. Il sait il alimente aussi la communication. De temps en temps, il occupe l'opinion. Ne donnez pas du vent à ça. Les résultats nous intéressent beaucoup plus que ces vacarmes. Merci beaucoup Diane, Mike Gardi-Diane. Merci Francis Ochogi, Désiré Wemboloa. Je pense... je savais que c'était mon frère. Nous allons encore se retrouver la semaine prochaine. Tout simplement encourager tous ceux Congolais d'être derrière le chef de l'État, mais la question essentielle, c'est qu'on va signer à Doha, que ce ne soit pas justement pour le régime de Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi va passer les autres, mais que ça puisse en rester pour aider la République démocratique du Congo. Et là, je salue aussi ce grand travail abattu par le directeur de l'antifraude du Lualaba. Vous savez que dans ce coin, il y a ces derniers temps où le criminel accentue leur travail en faisant mal à la population, et surtout cette population qui se trouve là-bas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution. Et Trésor Mamba, qui est le directeur, est en train de faire un grand travail à côté du gouverneur Fifi Masuka, malgré qu'il y a une paix qui est en train d'être recherchée, mais ceux qui mettent la population du là-bas ont trouvé au moins l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de se mettre autour d'une table, de ne plus encore faire de bavures, soulever des créateurs dans des mines, pour au moins faire mal à ceux qui dirigent. Merci et au revoir. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro. Ils sont bien Personne ne les soulève. Ils sont bien Vous sécurisés. exploitez des milliards là-bas et les gens sont pauvres là-bas. Le trésor, ils sont bien sécurisés. Il y a des endroits où il n'y a même pas de l'électricité. Vous n'avez même pas réservé des espaces pour le creuseur artisanal. Il faut prendre en compte ce que ces creuseurs vivent. C'est très important. Vous ne voulez pas que je clôture. Vous savez que le creuseur, il y a maintenant 3 ans, il ne se soulève pas là-bas. Non, les conditions sont difficiles d'après Ils sont bien protégés maintenant. Au revoir. Il y a quelques jours, samedi prochain, la mine de KCC vous allez retrouver la rediffusion de cette émission le dimanche à 10h aussi, ce samedi à 21h juste. Merci et on se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne. Merci.